Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro des Matins du Sénat. Ce matin, je vous propose de suivre un débat des sénateurs sur l'interdiction de la burqa dans l'espace public. Le Sénat a adopté la semaine dernière une proposition de résolution qui réaffirme l'importance de la loi de 2010, votée sous Nicolas Sarkozy, une loi qui interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Les sénateurs ont voulu réagir à l'avis publié en octobre dernier par le Comité des droits de l'homme de l'ONU, qui a dénoncé cette interdiction du voile intégral. Les experts de l'ONU considèrent qu'elle est contraire à la liberté de religion et à la liberté d'expression et que la France doit abroger cette loi. Alors l'avis de ce comité des droits de l'homme n'est pas contraignant pour la France, mais les sénateurs estiment qu'il est contraire aux valeurs d'égalité et de fraternité de la République française. Tout de suite, le débat des sénateurs. L'ordre du jour appelle l'examen de la proposition de résolution visant à préserver l'ordonnancement juridique relatif au port du voile intégral dans l'espace public, présenté en application de l'article 34.1 de la Constitution par M. Bruno Retailleau et plusieurs de ses collègues. Dans la discussion générale, la parole est à M. Bruno Retailleau pour le groupe Les Républicains, auteur de la proposition de résolution, pour 10 minutes. Chers amis, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'actualité n'épuise pas tous les sujets et si nous avons tenu à déposer cette proposition de résolution, c'est tout simplement parce que nous pensons que parfois il faut réagir, on ne peut pas se taire. On ne peut pas se taire, on ne peut pas faire comme si on n'avait rien vu, comme si on n'avait rien su. On ne peut pas se taire comme si on devait seulement opposer le silence à ce qui est de l'ordre de l'inacceptable. De quoi s'agit-il? Vous le savez, vous êtes informés. Après la plainte de 2 femmes qui avaient été en France verbalisées pour le port de la burqa sur la voie publique, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, le 22 octobre dernier, c'était il y a seulement quelques semaines, a pris une sorte de décision stupéfiante, décision qui demande à la France, ni plus ni moins que l'abrogation, vous m'entendez bien, de la loi de 2010 sur la dissimulation du visage dans l'espace public. Et elle demande aussi que la France indemnise les 2 plaignantes. Alors nous voulons demander, et chère Françoise Laborde, les choses sont claires, nous voulons demander au gouvernement d'opposer à cette décision un refus, un mur du refus. Évidemment, et je tiens à le préciser si le texte de la résolution ne l'explicitait pas suffisamment. Les choses doivent être claires et si nous devons opposer ce mur de refus, c'est pour 3 raisons. La première, c'est parce que cette décision, elle légitime l'islam radical. Ensuite, parce que cette décision, elle atteint le cœur de notre modèle républicain. Et enfin, 3e raison, tout simplement parce qu'elle nourrit la crise démocratique. D'abord, elle légitime cette décision, l'islam radical. Je voudrais simplement faire quelques rappels pour montrer la signification de la burqa. Rappeler 2 évidences. La première évidence, c'est que la burqa n'est pas, mes chers collègues, une simple mode vestimentaire. Ça n'est pas non plus un simple voile. Ce grillage en tissu, il efface, il retranche et il diminue. Il efface parce qu'il fait disparaître l'identité, l'individualité des femmes. Il les efface de l'espace public. Il les retranche ensuite. Il les retranche de l'espace public parce que le visage, l'expression, le regard, c'est le moyen que nous avons de communiquer avec nos semblables. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il transforme finalement la femme en image incarnée du refus de la figure, alors même que l'islam refuse toute notion d'image. Et puis enfin, non seulement il efface, non seulement il retranche, mais surtout il diminue parce qu'il veut diminuer et surtout placer la femme dans un rôle, dans un rang de diminution, c'est-à-dire inférieur, et surtout signaler à tous ostensiblement dans l'espace public cette diminution du rang, cette infériorité aux passants, et c'est inacceptable. Et permettez-moi de dire que penser qu'un comité des droits de l'homme se sert des droits de l'homme pour diminuer les droits de la femme, les bras doivent nous en tomber, évidemment. La deuxième signification, c'est que non seulement ça n'est pas un simple voile, la burqa, mais ça n'est pas non plus n'importe quel
signe d'appartenance religieuse. C'est le signe d'une appartenance particulière, d'une mouvance qui veut développer précisément ce symbole qui n'est pas n'importe quelle mouvance. C'est celui d'un islam qui se radicalise, d'un islam qui considère que la loi religieuse, la charia, est supérieure à la loi républicaine, à la loi civile. C'est le symbole aussi de cet islam qui considère la burqa comme un étendard, l'étendard d'une contre-société. Parce que l'objectif de ce radicalisme-là, c'est de séparer nos compatriotes musulmans de tout le reste des Français, quelles que soient leurs origines et évidemment leur profession, qu'ils croient au ciel ou qu'ils n'y croient pas. Et on ne doit pas l'accepter. Qu'une instance internationale donne sa caution, là encore, c'est inadmissible. Première raison, l'islam radical. Et je crois, pour compléter cette raison, d'ailleurs, c'est que nous avons deux fronts, Monsieur le Ministre, vous le savez très bien. Nous avons un front de haute intensité qui est le terrorisme, mais ce front de haute intensité, il se nourrit aussi sur un terreau, les frérots salafistes, d'une idéologie justement qui l'alimente dans un certain nombre de consciences. Et puis, deuxième raison, il atteint bien sûr, cette décision, elle atteint le cœur de notre modèle républicain. D'abord, elle s'oppose à nos valeurs. La valeur de l'égalité de l'homme et de la femme, c'est-à-dire la valeur de la dignité humaine. C'est aussi la valeur de l'universalité de la loi, cette valeur qui fait que, aussi, nous avons en France une communauté civique, une amitié civique. Notre fraternité à nous, ça n'est pas une fraternité d'ordre religieuse, c'est une fraternité civique. Et aucune de nos communautés, religieuses ou non, ne saurait s'inscrire à l'intérieur d'un cercle de feu pour se retrancher, pour se séparer de l'ensemble de la communauté nationale. Je disais qu'elle atteint évidemment le cœur du modèle républicain et je voudrais simplement faire une brève démonstration parce que je pense que le temps est venu de dénoncer le cadre idéologique dans lequel s'enferment un certain nombre d'institutions internationales. Ces institutions internationales, et c'est le cas du Comité des droits de l'homme, se servent d'une rhétorique, de la rhétorique des droits de l'homme, pour développer une conception radicale de l'individualisme et du multiculturalisme. Au nom, en réalité, d'une sorte d'exaltation libérale, libertaire de la liberté, on retourne cette liberté, cette conception-là, contre l'individu, contre la personne et contre la collectivité. Contre l'individu, on le voit pour la femme, qui est ravalée à un rang inférieur, contre la collectivité aussi, bien évidemment, parce que notre source du droit républicain, c'est l'universalité. Et je pense que cette conception très anglo-saxonne, d'ailleurs, du droit, je pense qu'elle est très différente de notre tradition républicaine parce qu'elle atteint à la fois le concept de laïcité, puisqu'elle passe très haut les droits des individus au-dessus de tout. Plus on singularise, y compris sur le plan religieux, et mieux c'est. Cela s'oppose très clairement à la conception que nous avons de la laïcité. Cela s'oppose aussi à la conception que nous nous faisons de la citoyenneté. Parce que notre citoyenneté à nous, elle n'exige pas que tous les particularismes, toutes les singularités soient refoulées. Elle demande simplement à ce que ces particularités, ces singularités ne s'expriment que dans l'espace privé et non pas sur l'espace public. Voilà en quoi je pense qu'il faut ouvrir les yeux et dénoncer ces avancées insidieuses de ces juridictions, ces pseudo-juridictions internationales. Et enfin, pour terminer, la troisième raison, qui est aussi une raison pour moi extrêmement importante, je crois que cette décision, elle nourrit quelque part la crise de nos démocraties. Elle la nourrit en France parce qu'elle contrevient à la volonté du peuple français, que le peuple français, par l'Assemblée nationale, par le Sénat, avait à la quasi-unanimité exprimé en 2010, puisque, dois-je vous le rappeler, qu'au moment du vote, il y avait une très large majorité, un très large consensus national pour dire qu'on ne pouvait plus tolérer la burqa sur la voie publique et dans l'espace public. Je voudrais justement dire à ceux qui, en boucle, répètent que la portée de ces décisions n'est absolument pas contraignante. Je voudrais leur lire ce qu'a déclaré le 3 septembre dernier, non pas avec cette décision, mais avec une décision précédente. Vous savez, sur la jurisprudence Babilou du même comité Théodule de l'ONU, ce qu'a déclaré le premier vice-président de la Cour de cassation. Ça n'est pas rien. Et j'ai un papier pour le citer fidèlement. Même si cette décision
n'a pas en droit de force contraignante. L'autorité qui s'y rattache de fait constitue un facteur nouveau de déstabilisation de la jurisprudence. Il poursuit plus loin. En réalité, ce phénomène d'internationalisation appelle la culture judiciaire et juridique française à entrer en synthèse avec la culture anglo-saxonne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le premier président de la Cour de cassation. Monsieur le ministre, si je dis faux, vous me démentirez, mais j'attends qu'on me démentisse. Ces propos sont absolument exacts. Donc, vous voyez bien que cette force contraignante, elle est insidieuse. Le deuxième argument que je voudrais aussi développer devant vous sur ce point-là très précisément, c'est qu'on le voit bien, cette décision, elle est aussi emblématique, elle est même paroxystique de ce type de décision des juridictions internationales qui avancent insidieusement. C'est ce qu'on appelle, pardonnez-moi l'anglicisme, la soft law. C'est une zone grise, c'est un droit jurisprudentiel qui s'oppose en réalité à la démocratie nationale. Et on voit bien en France avec la crise des Gilets jaunes, mais aussi en Europe, au Brésil, aux États-Unis, en Angleterre avec le Brexit, la crise, les insurrections électorales. Ces insurrections, parce que souvent, les classes moyennes, le peuple considère qu'on gouverne sans lui, que la majorité ne gouverne plus, que pour reprendre une expression qui n'est pas de moi, qui est de Jacques Julliard, que la démocratie désormais s'exerce sans le peuple. Eh bien, voilà, c'est ce type de décisions, mes chers collègues, qui font perdre confiance au peuple que ceux et celles qui les dirigent ou que les instances du haut sont totalement insensibles à leur volonté, à l'expression populaire. Permettez-moi aussi de relier cette décision à la signature par la France, Monsieur le Ministre, malheureusement, du pacte de Marrakech il y a quelques jours. Je pense que, finalement, ces décisions d'ordre international, elles sont filles, finalement, d'une même idéologie et elles sont aussi la matrice d'une même crise démocratique. Je le dis calmement, sereinement. Et pour conclure, je pense que le moment est venu de faire respecter la souveraineté populaire, celle du droit, celle du peuple français lorsqu'il s'exprime. On n'a pas le droit de le bafouer. C'est une question qui est importante. Elle vise nos valeurs, les valeurs républicaines. Ce sont celles aussi qui fondent le socle, je crois, de notre civilisation. Merci de votre attention. Dans la suite de la discussion générale, la parole est maintenant à Monsieur Stéphane Ravier pour 3 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le voile intégral rend libre. Parole de Redouane Faïd. La burqa a permis à l'ennemi public numéro 1, en effet, de faire ses courses au marché du coin alors qu'il était recherché par toutes les polices de France et de Navarre. Le problème de la burqa, du voile intégral en France, mes chers collègues, ce n'est pas un problème d'ordonnancement juridique, mais la conséquence directe du vrai problème, la folle politique d'immigration massive qui a fait entrer et continue de faire entrer dans notre pays des millions d'individus dont beaucoup sont en opposition avec nos traditions séculaires et qui combattent sur notre sol désormais nos valeurs et notre attachement aux libertés individuelles et notamment celle de la femme. Ajoutons à cela 40 ans de couardise et de compromission de la classe politique avec les islamistes et vous obtenez là la France des terroirs, des clochers et de Marianne, transformée en France terreau de la charia et du voile intégral. Ce voile intégral n'est rien d'autre, mes chers collègues, qu'un acte politique d'extrémistes islamistes qui utilisent nos libertés pour mieux les combattre. Et de la France, fille aînée de l'Église, à la France, petite fille de l'islamisme, il n'y a qu'un voile. Pendant que vous palabrez, les barbus agissent. Pourtant, ils ne sont forts que de notre faiblesse. Le port de la burqa est une violence insupportable faite aux femmes, une étape dans la volonté de conquête de l'âme, du corps de notre nation par des fanatiques qui s'engouffrent dans les failles de notre droit pour imposer leur droit, la loi islamique, aidée en cela par des officines internationales d'idéologues qui bafouent les libertés des femmes. Malgré ce constat accablant que chaque Française peut voir et même subir au quotidien, je crains que ce gouvernement n'en ait tiré aucune leçon. L'urgence absolue de stopper toute immigration n'est pas à l'ordre du jour puisque le président de la République a fait ratifier en catimini le pacte mondial des migrations de Marrakech, pacte qui est un acte de haute trahison et qui achèvera l'entreprise de submersion de notre pays par des millions de migrants avec en leur sein des milliers de fanatiques qui ont la liberté des femmes en détestation.
C'est son tout masochisme et déni de la réalité. Non, monsieur le ministre de l'Intérieur, le fichu de nos grands-mères n'a rien à voir avec ce voile qui nie la femme jusqu'à l'enfermer dans ce tissu carcéral. Ici, ce n'est pas Kaboul. Nous sommes ici en France, à Paris, capitale mondiale de la mode. Ici, les femmes, nous les voulons, nous les aimons en pantalon, en robe, en jupe, en short, en maillot de bain. Nous aimons voir leurs cheveux, nous voulons voir leur visage, leur sourire. Nous les voulons mères au foyer, nous les voulons chefs d'entreprise, sainte héroïne de la patrie. Nous les voulons parlementaires. Et moi, je souhaite même que l'une d'entre elles devienne présidente de la République. Les femmes, pour conclure, vous aurez deviné laquelle? Les femmes, ici, nous les voulons, nous les aimons libres. En ce 100e anniversaire de la grande victoire, n'oublions jamais, mes chers collègues, qu'à l'arrière, pour avoir été dans leur foyer, mais aussi dans les champs, dans les usines, dans les hôpitaux, ce sont les femmes qui ont porté le pays à bout de bras. Sans le dévouement des femmes, les hommes au front n'auraient jamais tenu. Sans les femmes, la France ne serait plus française. Alors, mes chers collègues, pour la France, fille aînée aussi de la liberté, ne tergiversons plus, ne reculons plus face à l'obscurantisme islamiste, redevenons maîtres chez nous, dévoilons une bonne fois pour toutes la République. Merci. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Nathalie Goulet pour l'Union centriste. Vous avez la parole pour 8 minutes. Alors, eh bien, Madame la Présidente, vous voyez, on a déjà abouti. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je vais mettre immédiatement un terme au suspense en vous indiquant que le groupe de l'Union centriste votera évidemment la résolution dans un contexte qui est plein de symboles. Au lendemain de l'anniversaire de la Déclaration des droits de l'homme, 10 décembre, 2 jours après le 113e anniversaire de la loi du 9 décembre 1905 instaurant la séparation des églises et de l'État, et au lendemain de l'accord de Marrakech sur des migrations sûres, ordonnées, régulières, dont je dirai un petit mot plus loin. Le groupe des Républicains nous invite donc à débattre de la dissimulation du visage dans l'espace public et de la réaffirmation des dispositifs votés en 2010. Passer la mention d'autres voies et moyens pour dissimuler le visage dans l'espace public, y compris la cagoule, c'est évidemment du voile intégral dont nous parlons. Et il se trouve que j'étais déjà orateur de ce texte pour l'Union centriste en 2010 et que le groupe de l'Union centriste avait déjà voté le texte en 2010. La raison initiale évoquée par la proposition de résolution est le vote le 22 octobre dernier, Bruno Retailleau l'a dit, d'une condamnation de la France par le Haut Commissariat des Nations Unies, qui n'est pas le Comité consultatif des droits de l'homme, c'est un autre comité, ce n'est pas le comité consultatif présidé par l'Arabie saoudite, qui n'a aucune force contraignante dans l'immédiat, mais qui peut occasionner, et je partage la position du président Retailleau, des litiges et offrir un terreau favorable avec toutes les dérives et les victimisations qui peuvent en découler. Rappeler une fois de plus les principes républicains du vivre ensemble n'est jamais un rappel de trop. Toutefois, lorsque l'on sait la force exécutoire des résolutions de l'ONU, franchement, je ne crois pas que dans l'immédiat, il y ait de grands risques, que ce soit pour les constructions illégales dans les territoires occupés ou les occupations illégales de régions entières d'un pays voisin. Si les résolutions de l'ONU et de ses démembrements avaient une efficacité ou une incidence sur la hiérarchie des normes, je pense qu'on le saurait déjà, mais je partage le risque de la soft diplomatie en ce que ça brouille les pistes et ça peut brouiller aussi les esprits. Et à propos du pacte de Marrakech, je voudrais, Monsieur le Ministre, ouvrir une parenthèse. En dehors du fait que 9 pays et les États-Unis s'en soient déjà écartés, le rappel de la force contraignante, non contraignante et surtout de la totale souveraineté des États dans ce pacte, ni vote, ni signature n'était au programme de ce rendez-vous. Simple programmation, proclamation orale suivie d'un coup de marteau. Voilà. Le texte a déjà été approuvé en juillet et doit être ratifié le 19 octobre lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Et je voudrais vous faire part, Monsieur le Ministre, de 2 observations. Lors des débats budgétaires, notre collègue Roger Karoutchi, qui est là, a longuement, notre excellent collègue Roger Karoutchi, notre très excellent collègue Roger Karoutchi, a plusieurs fois rappelé
non mais c'est très sérieux, a plusieurs fois rappelé que la question de l'asile et de l'immigration devait faire l'objet d'un débat global et cohérent. Et reconnaissons-le, Monsieur le Ministre, nous en sommes quand même extrêmement éloignés. D'autre part, ce type de convention internationale, qui sur le papier ne lie pas la France, pourrait avoir des effets à court et moyen terme. Ils sont votés sans aucune consultation du Parlement, comme d'ailleurs l'ensemble des conventions internationales. Le Parlement n'arrive dans ces matières que, comme on dit dans ma Normandie, à la fumée des cierges. C'est-à-dire que nous arrivons sans pouvoir amender, nous arrivons pour débattre, et encore quand ce n'est pas en procédure simplifiée, et nous n'arrivons que pour accepter ou refuser la Convention. Et généralement, elle est de toute façon acceptée. Et puisque c'est la période des réformes, et des réformes constitutionnelles en particulier, puisque nous sommes entre nous, moi je pense qu'il serait opportun, avant d'engager la France dans des accords aussi importants, que le gouvernement consulte le Parlement. Cette remarque est aussi valable pour les conventions fiscales. Et donc, c'est une proposition que nous reprendrons dans le cadre de la réforme constitutionnelle, si et quand elle arrivera au Sénat. Mais je pense qu'il faut quand même réfléchir à ces questions. Nous avons des débats préalables au Conseil européen. Je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas un débat préalable à un certain nombre de conventions internationales qui ont quand même un impact sur la loi nationale et sur notre quotidien. Alors, l'examen de la présente résolution était programmé bien avant l'adoption du pacte de Marrakech. Il s'agit d'un concours de circonstances, mektoub. Il n'y a pas de hasard. Mais revenons au sujet. Je ne reviendrai pas sur la situation créée par les attentats. Dans cette maison, j'ai présidé avec notre collègue André Reichardt une commission d'enquête sur les réseaux djihadistes qui a commencé à travailler 6 mois avant Charlie. Nous avions anticipé ces catastrophes et en tous les cas la dangerosité. Puis nous avons mené de concert avec les Républicains et l'ensemble de la représentation une mission d'information sur l'islam. La démarche et la volonté de la France s'inscrivent dans un mouvement international convergent qui s'oppose au port du voile intégral où on réduit les possibilités. Si on fait un petit point géographique de la situation, il y a une réduction du nombre d'États dans lesquels le port du voile intégral du niqab, puisque la burqa est réservée à l'Afghanistan, il y a une tolérance qui s'est maintenant développée. Aux Émirats arabes unis, par exemple, pour des raisons de sécurité évidentes qui ont présidé au vote du texte de 2010, il est absolument interdit aux femmes qui travaillent dans certaines administrations de se couvrir évidemment le visage, c'est le cas des aéroports, des centres stratégiques, etc. Au Koweït, les femmes qui portent un niqab n'ont simplement pas le droit de conduire, c'est quand même assez logique. Bon, plus près de nous, le Maroc a non seulement interdit le port du niqab, mais aussi sa fabrication. Donc vous voyez qu'on a quand même beaucoup progressé. La Tunisie également, et plus près de nous, la Bulgarie, la Belgique, le Danemark. Le Royaume-Uni et la Suède n'ont pas voté d'interdiction, mais ont des dispositifs qui permettent aux écoles notamment de l'interdire. Donc vous voyez qu'on est dans une phase de réduction du nombre de pays où, notamment pour des questions de sécurité, les femmes n'ont pas le droit de porter ce niqab. Donc le projet de résolution répond-il à une impérieuse nécessité? Sous l'angle de la sécurité, c'est une évidence. Sous l'angle de la sécurité, c'est une évidence, le port du voile intégral est absolument prohibé et il faut le maintenir. Et j'ajoute que la tolérance doit être zéro pour ceux qui encouragent la désobéissance civile en payant des amendes pour des femmes qui portent un niqab et qui ne payent pas les amendes. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la condamnation soit extrêmement importante pour ceux qui encouragent à la désobéissance civile. Et je voudrais aussi, pour conclure, Monsieur le Ministre, puisque dimanche nous étions ensemble au congrès du Conseil français du culte musulman, redire ce qui a été dit par l'ensemble des orateurs sous le contrôle du ministre Castaner et sous le vôtre, c'est que nos concitoyens français de confession musulmane sont des Français à part entière et pas des Français à part. Et que par ailleurs, il est absolument évident, et nous devons le réaffirmer, il faut remercier le président Retailleau pour nous avoir donné cette occasion, c'est à la religion de s'adapter à la République et sûrement pas à la République de s'adapter aux religions. Merci.
La parole est maintenant à Alain Marc pour le groupe Les Indépendants pour 6 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public concerne non pas quelques centaines ou quelques milliers de personnes, de façon anecdotique, mais notre société et l'idée que l'on peut se faire de la France. La loi de 2010 est d'autant plus fondée que les autorités religieuses musulmanes, au plus haut niveau, ne rangent pas le port du voile intégral parmi les prescriptions de l'islam, ce qui atteste que cette loi est dirigée non pas contre une religion, mais contre des dérives fondamentalistes, ce qui est totalement différent. En mettant en cause la relation à autrui et la réciprocité d'un échange, la dissimulation du visage dans l'espace public s'oppose directement aux exigences du savoir-vivre ensemble, exigences qui s'imposent à chacun, quelle que soit sa confession. Oui, l'échange social implique d'apparaître à visage découvert dans l'espace public et la dissimulation paraît contraire au principe de fraternité et, au-delà, au principe de civilité. Elle marque le refus d'entrer en relation avec autrui ou, plus exactement, d'accepter la réciprocité et l'échange puisque cette dissimulation permet de voir sans être vu. De plus, au-delà de la mise en cause de la relation à autrui, la dissimulation du visage porte directement atteinte à la dignité de la personne, ce qui constitue une base constitutionnelle incontestable pour l'interdiction prévue, d'autant qu'elle est limitée à l'espace public. De même, le Conseil d'État a relevé que le respect de la dignité de la personne humaine fait partie intégrante de l'ordre public. Le 27 juin 2008, le Conseil d'État avait ainsi rejeté la requête d'une Marocaine qui s'est vue refuser l'accès à la nationalité française en raison de sa pratique religieuse radicale qui incluait le port de la burqa. L'ordre public est également mis en cause du fait de l'impossibilité d'une identification, laquelle concerne d'ailleurs tous les modes possibles de dissimulation du visage et toutes les justifications, alors même que les préoccupations de sécurité aujourd'hui sont maximales pour nos concitoyens. Ainsi, en 2010, un choix de société a été fait. Aujourd'hui, il apparaît impérieusement nécessaire de le préserver et de le réaffirmer avec force, dans la mesure où celui-ci semble être menacé. En effet, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a adopté le 22 octobre 2018 des constatations à la suite de la plainte de 2 femmes verbalisées en France pour leur port du voile intégral sur la voie publique. Celui-ci a estimé que la loi de 2010 portait atteinte au droit des 2 plaignantes de librement manifester leur religion et qu'elle constituait dès lors une discrimination à caractère religieux. Comme l'indiquent les auteurs de la proposition de résolution, cette interprétation de la protection des droits de l'homme aboutit de fait à favoriser la négation des droits des femmes et remet frontalement en cause notre conception de leur place dans la société. Or, il faut ici le rappeler, la CEDH, dans son arrêté SAS contre France, rendu le 1er juillet 2014, avait déjà statué sur la loi française et avait affirmé ceci de façon très claire, que les autorités nationales jouissent d'une légitimité démocratique directe et se trouvent en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur les besoins et contextes locaux. Monsieur le ministre, mes chers collègues, même prétendument volontaire ou accepté, le port du voile intégral ne consiste en vérité qu'en une forme de réclusion publique. Il n'existe aucune liberté dans le fait de dissimuler son visage. La dignité est l'une des premières libertés dans la patrie des droits de l'homme. C'est notre héritage humaniste. Aussi, à l'heure où les Français s'interrogent sur le devenir de la nation et sur l'avenir de ce qu'ils sont, il est de notre responsabilité de faire preuve d'une extrême vigilance et de réaffirmer les valeurs que nous avons en partage et qui sont le fondement de notre volonté de construire un destin commun. Notre devoir est de parler d'une seule voix pour manifester notre attachement unanime à la République, à ses principes et à ses valeurs. En tant que parlementaires, il nous revient aussi de garantir la pérennité de nos valeurs, lesquelles façonnent un modèle qui a fait notre pays et qui fait aussi son image, un modèle qui fonde notre pacte social et qui forge notre identité.
Il nous revient d'être dignes des exigences qui sont attachées à l'honneur d'être français et au privilège de vivre en France. Pour toutes ces raisons, notre groupe Les Indépendants votera en faveur de cette proposition de résolution. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Marc-Philippe Daubresse pour le groupe Les Républicains. Vous avez 5 minutes, chers collègues. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la question du port du voile dans les lieux publics ne date pas d'aujourd'hui. En 2003, déjà, la commission Stasi l'examinait et concluait ainsi ses travaux. Dans la conception française, la laïcité n'est pas un simple garde-frontière qui se limiterait à faire respecter la séparation entre l'État et les cultes, entre la politique et la sphère spirituelle ou religieuse. L'État permet la consolidation des valeurs communes qui fondent le lien social de la nation. Des pressions s'exercent sur des jeunes filles pour les contraindre à porter un signe religieux, parfois pour les enfermer dans un vêtement. La République ne peut rester sourde aux cris de détresse de ces jeunes filles. Aujourd'hui, la question n'est plus la liberté de conscience, mais l'ordre public. Et depuis, la montée inexorable du communautarisme et de l'intégrisme dans les quartiers les plus fragiles de notre République, que j'ai pu constater quand j'étais ministre de la Ville, a conduit les parlementaires en 2010, on l'a dit, à voter une loi interdisant le port du voile intégral sur la voie publique, avec une lettre de mission du Premier ministre qui demandait au Conseil d'État d'étudier les solutions juridiques permettant de parvenir à une interdiction du port du voile intégral qui soit la plus large et la plus effective possible, tout en rappelant bien sûr la nécessité de ne pas blesser nos compatriotes de confession musulmane. Aujourd'hui, le contexte terroriste a encore aggravé la situation. Étant rapporteur pour la commission des lois du suivi de la loi SILT, je suis bien placé, et vous aussi, Monsieur le Ministre, dans vos fonctions antérieures et aujourd'hui, pour savoir que la menace terroriste n'a jamais été aussi présente sur notre territoire et que nous avons évité bien des attentats grâce au courage des services de la République que vous avez dirigés pour partie. La société française et ses représentants pensent que le voile intégral n'a rien à faire sur la voie publique, d'abord pour une raison d'ordre public, Bruno Retailleau l'a dit, et puis surtout au nom de la dignité de la femme. Ce comité des Théodules des droits de l'homme des Nations Unies qui estime que la loi interdisant la dissimulation du visage est une atteinte à la liberté religieuse soit un contresens total. Il méconnaît un élément important du pacte international de 1966 qui doit prendre en compte les spécificités des sociétés des pays signataires et qui précise que la liberté de religion peut être limitée dans un but de protection de l'ordre public, de la sécurité ou de la santé publique. Le port du voile intégral n'est pas acceptable dans le pays des droits de l'homme, qui est aussi, on l'a dit, celui des droits de la femme. Par la soumission de la femme qu'elle manifeste, cette pratique est contraire aux principes fondamentaux de notre identité nationale, au premier rang desquels l'égale dignité de l'homme et de la femme et l'existence d'un espace public de dialogue. L'idée qu'il puisse exister un vêtement du visage, une conception des rapports humains, qui n'est absolument pas tolérable sur notre sol. Cela reviendra à considérer que les femmes ne sont pas dignes d'être vues ou d'entrer en relation avec les autres au même titre que les hommes. Laisser se développer une telle pratique reviendra à favoriser l'amalgame entre la religion musulmane et l'islamisme intégriste. On a d'ailleurs souligné à plusieurs reprises que plusieurs représentants de la religion musulmane avaient toujours été très clairs sur ce sujet. Revenir sur cette législation après les crimes commis par Al-Qaïda, par Boko Haram ou par Daesh, après le génocide et les viols commis sur les populations azéries, après l'attentat du Bataclan, ce serait une insulte adressée à toutes les familles des victimes. Monsieur le ministre, dans ma commune de 30 000 habitants, un jeune homme de 29 ans a été assassiné au Bataclan. Je connaissais très bien ses parents. Je suis allé moi-même annoncer la mort du jeune homme. Il ne comprendrait jamais, en aucun cas, qu'on puisse revenir sur une telle législation. Revenir sur cette législation, après de telles provocations, reviendra à adresser à la nation française un message de tolérance face à l'intolérable. Revenir sur cette législation, ce serait envoyer un signal profondément désespérant aux millions de femmes qui espèrent leur émancipation partout dans le monde. Ce serait pour la France déchoir de son rôle de défenseur des droits fondamentaux. C'est toute la République qui dit non au voile intégral. Voilà pourquoi nous soutenons pleinement
la proposition de résolution de notre président Bruno Retailleau et nous appelons bien sûr le gouvernement à manifester son mécontentement et son indignation vis-à-vis de cette décision totalement incohérente. Merci. La parole est à Monsieur Michel Amiel pour La République en marche pour 7 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il y a bien longtemps que le port du voile intégral ne s'était pas invité dans le débat politique. Avec cette proposition de résolution, il y refait son apparition. Mais examinons les faits. La loi du 11 octobre 2010 interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. Elle fut adoptée à la quasi-unanimité par les deux chambres. Le Conseil constitutionnel la jugea conforme à nos principes, et en particulier la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89. Et de même, la Commission européenne des droits de l'homme déclara qu'elle respectait les principes de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Voilà pour un très bref rappel juridique. Voilà maintenant que le Comité des droits de l'homme de l'ONU, saisi par 2 plaignantes, estime que la loi de 2010 porte atteinte, je cite, « au droit des 2 plaignantes de librement manifester leur religion ». Dois-je rappeler que ce comité ne constitue en rien, il faut quand même le dire, une juridiction et que cette constatation, pour reprendre le terme exact, ne saurait être ni contraignante ni obligatoire. De ce fait, l'État, en aucune manière, ne saurait être obligé de suivre cet avis. Certes, dans le passé, ce comité s'était prononcé sur l'aspect discriminatoire des règles de neutralité religieuse dans la fameuse affaire de la crèche de Babylou, et cet avis avait trouvé un écho au niveau juridictionnel, le premier président de la Cour de cassation, comme vous l'avez rappelé, Monsieur Retailleau, ayant prévenu que l'institution qu'il dirige tiendrait compte de cette interprétation en raison de l'autorité qui s'y attache de fait. Cette position est finalement assez constante et les juges s'appuient volontiers sur des avis non contraignants pour interpréter la loi. Sauf que dans le cas d'espèce, il ne s'agissait pas de l'espace public. Bref, il aurait pu prendre une autre décision. La loi est là, elle est issue d'une volonté démocratique forte, établie par les représentants du peuple, la branche législative du pouvoir. La CEDH avait reconnu et réaffirmé, je cite, « Il apparaît ainsi que la question de l'acceptation ou non du port du voile intégral dans l'espace public constitue un choix de société. » La jurisprudence n'est pas modifiée par la décision du Comité des droits de l'homme, l'ordonnancement juridique est intact et la volonté de la société d'établir une règle du vivre ensemble dans l'espace public préservée. Enfin, limiter nommément cette question d'application de la loi au seul voile islamique, alors que la loi du 11 octobre 2010 a permis d'affirmer, de sanctuariser un principe fondamental, je cite, « La République avance à visage découvert », me paraît, chers collègues, une tentative de soulever un débat qui ne devrait plus avoir lieu d'être, à des fins qui risqueraient de s'éloigner de la préoccupation juridique pour glisser vers une intention plus politique. Mais pourquoi pas, puisque vous voulez parler du voile, parlons-en. Le port du voile intégral est-il un mode d'expression d'une foi religieuse, à savoir l'islam, ou bien une simple tradition vestimentaire imposée dans certaines terres d'islam aux femmes contre leur gré, même parfois sous peine de mort? En tout cas, si le Coran lui-même appelle à une certaine pudeur vestimentaire pour les femmes, comme d'ailleurs pour les hommes, je n'ai jamais lu une quelconque obligation du voile intégral. Il ne contient même pas le mot hijab. Il n'y a dans le Coran d'ailleurs que 4 versets à ce sujet. La seule partie du corps féminin qu'il est recommandé de couvrir est la poitrine. Selon Asma Barlas, universitaire américaine d'origine pakistanaise, le port d'un voile intégral qui couvre le visage, je cite, est absolument contraire à l'esprit du Coran. Je cite toujours, « J'en veux pour preuve que les femmes doivent accomplir le Hajj, le pèlerinage rituel, à visage découvert. »
Selon elle, la question du voile cristallise d'autres craintes, et si les femmes sont opprimées dans le monde islamique, c'est le fait des hommes, pas de la religion. Et c'est bien là qu'est le problème de fond. L'islam n'impose pas le voile intégral. Ce dernier est devenu une marque identitaire, voire une provocation face à notre tolérance occidentale issue de la philosophie des Lumières. Si c'est ça le retour du spirituel annoncé par Malraux, permettez de n'y voir qu'obscurantisme, rabaissement de la femme et intolérance. Ce n'est pas comme ça que je vois l'islam de France et au-delà, l'islam tout court. Ce n'est pas parce que certains pays musulmans ont inventé le voile intégral, qu'on l'appelle burqa ou niqab, suivant le modèle, passez-moi l'expression, et surtout le pays, que nous devons l'accepter dans notre pays à la fois laïque et qui donc, in fine, tolère aussi le multiculturalisme, finalement, même si le mot peut avoir une certaine consonance pour certains péjorative. Restons ouverts à cette grande religion qu'est l'islam en lisant ou relisant le Coran avec le regretté Mohamed Harkoun, grande figure de l'islamologie contemporaine, ou en pensant le politique avec Abdou Filari Ansari, directeur de l'Institut d'études des civilisations islamiques de Londres, qui réfute jusqu'à l'idée même d'un État islamique. Mais soyons intraitables face à des dérives radicales, voire fanatiques, et de toute façon humiliantes pour les femmes. Disons-le, la présence dans l'espace public de femmes intégralement voilées a heurté la vision qu'avait notre pays de la place des femmes en son sein. Je pense à l'effigie de Marianne. Aussi, pour ma part, je voterai cette résolution, même si son opportunité ne me paraissait pas évidente par les temps qui courent, raison d'ailleurs pour laquelle une partie du groupe LaREM s'abstiendra. Merci. La parole est maintenant à Pierre Ouzoulias pour le groupe CRCE. Vous avez 6 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, la laïcité française, dans ses principes et ses modalités d'application, demeure une spécificité de notre République et ses conceptions originales doivent être collectivement défendues sur notre sol et dans les instances internationales. La Cour de justice de l'Union européenne et la Cour européenne des droits de l'homme du Conseil de l'Europe n'ont jamais, dans de nombreuses décisions, contesté les législations ou les décisions judiciaires fondées sur ces préceptes. En revanche, le comité du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a parfois manifesté de l'incompréhension ou de l'opposition à l'égard de la laïcité française. Cette proposition de résolution aurait pu être l'occasion de lui rappeler notre attachement collectif à cet élément fondamental de notre socle républicain, d'en défendre les principes et d'en promouvoir la valeur universaliste. Nous regrettons donc vivement que le mot laïcité ne soit jamais cité dans l'exposé des motifs et les propositions de cette résolution. À propos des constatations du Comité des droits de l'homme publiées le 22 octobre, il convient en préambule de préciser qu'elles n'ont aucune conséquence juridique sur le droit français. En aucune façon, elles ne modifient l'ordonnancement juridique national ou atténuent la portée de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Les mesures proposées aux alinéas 14 et 15 de la présente proposition de résolution sont donc sans objet. Néanmoins, je pense qu'il aurait été utile pour nos débats de reprendre ici certaines des observations présentées par la majorité des membres de ce comité. En effet, plusieurs d'entre eux partagent l'idée que le voile dissimulant totalement le visage, appelé niqab, est discriminatoire. Il estime, je les cite, que le port du voile intégral est une pratique traditionnelle par laquelle les hommes ont asservi les femmes sous couvert de préserver leur pudeur, les empêchant ainsi d'occuper l'espace public au même titre que les hommes. De même, le comité, dans sa décision, reconnaît à l'État français le droit de promouvoir la sociabilité et le respect mutuel entre les individus dans toute leur diversité sur son territoire et conçoit que la dissimulation du visage puisse être perçue comme un obstacle potentiel à cette interaction. In fine, ce qui est contesté par ce comité, c'est moins la mesure elle-même, l'interdiction du voile intégral, que la disproportion de la restriction de circulation par rapport à un objectif qu'il estime mal défini par la loi.
Sur ce dernier point, la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public aurait pu, il est vrai, être plus explicite. Son premier article dispose, je le répète, « Nul ne peut dans l'espace public porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». En revanche, l'exposé des motifs est beaucoup plus précis puisqu'il considère avec justesse que la dissimulation du visage dans l'espace public est porteuse d'une violence symbolique et déshumanisante qui heurte le corps social et que le voile revient à nier l'appartenance à la société des personnes qui le portent. Fondamentalement, l'objet même de la loi n'est pas la nature du bout de tissu porté par un individu, mais la position politique qui dénie à une femme ses droits de citoyenne, conformément à des traditions religieuses qui s'imposeraient à l'ordre républicain. Il ne s'agit pas de réglementer la dissimulation du visage, qui pourrait concerner de la même façon la femme intégralement voilée et l'individu qui souhaiterait cacher son identité aux forces de sécurité, mais de réaffirmer, dans l'exercice de la citoyenneté à laquelle nul ne peut renoncer, la primauté des lois de la République sur les croyances ou les systèmes de pensée qui lui sont extérieurs. Là est bien l'essence de la laïcité. À ce propos, j'aimerais rendre hommage au courage de M. Yad Ben Achour, juriste tunisien et membre du Comité aux droits de l'homme, qui a souhaité exprimer avec force son opposition à la décision de cette instance. Ces arguments ont été repris en annexe et ils méritent d'être cités à nouveau. Je le cite. « L'ordre, en France, par l'effet de la Constitution, est un ordre républicain, laïque et démocratique. L'égalité des hommes et des femmes fait partie des principes les plus fondamentaux de cet ordre. Or, en soi, le niqab est un symbole de stigmatisation et d'infériorisation des femmes, par conséquent contraire à l'ordre républicain. » Je continue la citation. « Les défenseurs du niqab enferment la femme dans son statut biologique primaire de femelle, objet sexuel, chair sans esprit ni raison, responsable potentiel du désordre cosmique et du désordre moral, et qui doit donc se rendre invisible au regard masculin et être pour cela quasiment interdite de l'espace public. Un État démocratique ne peut permettre une telle stigmatisation. » Monsieur Yad Ben Achour, en tant que Tunisien et professeur de droit public, observe que les droits de l'homme se heurtent à l'arc référentiel de la croyance islamique selon laquelle l'ordre du monde ici-bas est comme subordonné à celui de l'au-delà et que les droits de Dieu sont supérieurs à ceux des individus. Pour lui, la religion ne peut être autoréférentielle. Elle doit se soumettre à la raison universelle. Alors que nous allons peut-être débattre prochainement des lois de bioéthique, notre Assemblée est-elle prête à reconnaître entièrement cette soumission? Êtes-vous prêts, chers collègues, à considérer que la laïcité est la condition première de l'émancipation des femmes et de l'affirmation de leur liberté à disposer librement de leur corps, y compris lors de la procréation? Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Pierre Sueur pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole pour 10 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, notre République est laïque. Et il faut dire cela, il faut l'écrire. Pierre Ouzoulias a raison. Ce mot manque dans l'exposé des motifs de la résolution. Et comme notre République est laïque, elle garantit à chacune et chacun le droit d'exercer, de vivre sa religion, le droit de dire et de manifester ses opinions et ses convictions. Et comme notre République est laïque, les religions doivent être exercées par chacune et chacun dans le respect de la loi. Et la loi républicaine, elle s'impose à tous, parce que comme elle est laïque, elle permet à chacune et à chacun d'exercer librement
sa religion, de faire vivre et d'exprimer ses convictions. Une fois que cela est dit, et que nous sommes d'accord, me semble-t-il, sur cela, je ne sais pas s'il est nécessaire d'en dire davantage. Parce que ce comité, tout le monde l'a dit, il n'a aucun pouvoir. Il est bavard, M. Karoutchi, il n'est pas le seul d'ailleurs. Ce comité n'a aucun pouvoir. Ce comité ne prend pas de décision, il fait des constatations. C'est le terme juridique. Et ce comité, eh bien, nous pensons en effet qu'il n'a aucun titre pour imposer quoi que ce soit au gouvernement de la République française et au Parlement de la République française. Je partage beaucoup de ce qui a été dit par M. Amiel et par M. Ouzoulias. Et notre groupe, après en avoir délibéré, ne prendra pas part au vote. Je tiens à l'expliquer pourquoi. Parce que, bien entendu, nous sommes totalement contre la burqa, le port de la burqa, et nous sommes 100 fois, 1000 fois partisans de la loi de 2010 que nous avons votée et que nous pensons absolument nécessaire. Mais simplement, est-il utile, en cette occasion, de revenir sur quantité de sujets, je cite, cher Bruno Retailleau, la question du communautarisme, du statut des femmes, de l'intégrisme, du terrorisme et de nos valeurs culturelles. On peut le faire, bien sûr, et nous partageons beaucoup de choses à cet égard. Mais concrètement, très concrètement, est-ce que, franchement, il est utile? Vous pensez que c'est utile? Moi, je fais confiance au gouvernement de mon pays, Monsieur le Ministre. J'ai peut-être tort. Mais enfin, lorsque nous disons, puisque finalement ce qui va être voté, me paraît aller de soi, il faut inviter en conséquence le gouvernement à ne pas donner suite à ces constatations. Je ne pense vraiment pas, Monsieur le Ministre, que le gouvernement de la République française actuel, ni le précédent, ni celui d'avant et d'encore avant, vont donner suite à ces constatations de ce comité qui n'a aucun pouvoir. Personne ne le pense. Et s'il advenait dans notre pays qu'un gouvernement ait cette idée, je pense que tous les groupes du Parlement, du moins je l'espère, se dresseraient, puisqu'il faudrait changer la loi. Et cette loi, elle a été adoptée à l'unanimité. Je ne vois pas, et M. Karoutchi, nous sommes bien d'accord, moi je suis pour l'interdiction de la dissimulation du visage. Et pour finir, mes chers collègues, je vais dire que ce qui me paraît très fort dans la loi de 2010, je remercie ceux qui l'ont écrite, vraiment, c'est que cette interdiction de couvrir intégralement le visage, elle repose sur deux principes, et deux principes seulement. Ce en quoi elle a une valeur universelle. Premier principe, la sécurité, parce que c'est une réalité, et c'est vrai que si le visage est couvert, eh bien, tout est possible en termes de sécurité. On ne peut pas interpeller les gens lorsque c'est nécessaire. Donc, ce principe de sécurité. Et deuxième principe, principe de fraternité. Et je pense très importante la récente décision du Conseil constitutionnel qui a particulièrement insisté sur l'importance du principe de fraternité. Naturellement, si on ne peut pas se voir, se regarder, il n'y a pas de fraternité. La société n'est pas fraternelle. Et je pense que c'est plus fort de dire, voilà, pourquoi on interdit de cacher le visage. Pour la sécurité et pour la fraternité. Et moi, je m'en tiendrai bien à cela. Je pense que ça suffit. Alors, pour terminer totalement, toujours si M. Roger Karoutchi me le permet,
pour terminer totalement, je dirais qu'il me paraît bien inutile de voter que la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme doit l'emporter sur ce comité qui n'a aucun pouvoir. Ça me paraît aller de soi, heureusement. Mais oui, mais mon cher collègue, le fait même que nous soyons là pour rappeler, c'est fait que nous rappelons, et que si des personnes ne voulaient pas entendre, elles devraient forcément entendre. Mais je crains que ceux qui ne veulent pas entendre, justement, n'entendent pas. Mais je citerai simplement ce qu'a décidé la Cour européenne des droits de l'homme, qui, comme vous le savez, avait été amenée à se prononcer sur cette loi de 2010. La Cour européenne des droits de l'homme a dit, je cite, « C'est une loi qui protège les femmes, qui protège l'espace public et qui aide à faire de la société française une société plus pacifiée et plus respectueuse de chacun. Bien sûr, toute personne est libre de porter dans l'espace public un vêtement destiné à manifester une conviction religieuse. Toutefois, la loi peut interdire la dissimulation du visage dans la mesure où cela est jugé incompatible avec les principes de sécurité et de fraternité qui fondent la société démocratique dans laquelle nous vivons. » Tout est dit, mes chers collègues, et nous devons remercier la Cour européenne des droits de l'homme d'avoir pris une si forte décision. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Madame Françoise Laborde pour le groupe RDSE pour 6 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le 25 octobre dernier, lorsque j'avais interrogé Madame la Garde des Sceaux sur l'avis du Comité des droits de l'homme de l'ONU relative à la loi de 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, je réagissais fortement aux commentaires de la presse qui ne s'était pas documentée sur la portée de cet avis, et à quelques propos du premier président de la Cour de cassation que Bruno Retailleau a cité in extenso. Si les membres de mon groupe et moi-même ne nous étonnons guère des constatations hostiles d'un comité composé de 18 experts internationaux, il est en revanche plus inquiétant que la plus haute juridiction française instille quelques doutes sur la nature de sa mission en prêtant à ce comité de l'importance. Faut-il rappeler que, conformément à l'article 5 du Code civil, les juges français ont l'obligation d'être la bouche de loi. La fin du légicentrisme fait peser sur la loi une présomption de faillibilité qui n'est pas sécurisante pour les citoyens et surtout quand celle-ci a pour objet de garantir un modèle de vie en société largement partagé, de prévenir les atteintes à l'ordre public ou les inégalités entre les sexes, comme c'est le cas s'agissant de la laïcité. Pour autant, il n'est pas fondé de considérer que le législateur n'a pas pris la mesure des risques de conflit de normes entre les blocs de légalité, de constitutionnalité et de conventionnalité. Mais il me semble que la mission d'intégration des directives croissantes d'origine diverse à l'état de droit est précisément la prérogative du Parlement, qui l'exerce tous les jours sur ses bancs. À qui revient-il de dire lesquelles de ces influences incarnent l'intérêt général, si ce n'est aux membres du Parlement? Nos débats se font régulièrement l'écho de telle ou telle jurisprudence pour éviter les incompatibilités inutiles. Mais il arrive également que les conflits de normes découlent pertinemment de conflits politiques ou de l'affrontement de différents modèles de pensée. Ce pourrait être le cas du principe de laïcité si la Cour européenne des droits de l'homme ou une autre instance dotée d'un pouvoir contraignant avait décidé de remettre en cause notre régime de séparation des Églises et de l'État. Ce n'est heureusement pas le cas. Sans parler des théocraties, certains modèles concurrents au modèle français cherchent à étendre leur influence dans le monde. Je pense en particulier au modèle anglo-saxon qui consacre la liberté absolue d'affirmer son identité religieuse sans en favoriser aucune, comme il reconnaît un pouvoir important aux communautés.
Selon cette interprétation, l'espace public peut être le lieu de toutes les manifestations religieuses, en particulier vestimentaires. C'est ce modèle que semble vouloir imposer aujourd'hui le Comité des droits de l'homme à l'ensemble des États-nations, sans garantie d'ailleurs que sa jurisprudence reste stable au gré des nominations et recompositions. Mais en émettant un avis contraire aux jurisprudences de la Cour de cassation et de la CEDH, il nuit à l'unité républicaine et menace notre cohésion sociale déjà mise à rude épreuve. De surcroît, ces avis ne trouvant pas à s'appliquer devant nos tribunaux contribuent à nourrir un sentiment d'injustice sans fondement. La résolution de M. Retailleau et de ses collègues rappelle avec justesse que le Parlement était souverain lorsqu'il a adopté à la quasi-unanimité la loi de 2010 sur l'interdiction de dissimulation du visage dans l'espace public. Aucune juridiction française ne peut éluder cette réalité, a fortiori sous l'effet d'une injonction externe non contraignante. Partant de ce même constat, j'incite fortement le gouvernement à répondre à l'avis du Comité des droits de l'homme en défendant avec fermeté la pertinence de notre principe de laïcité et l'égalité entre les femmes et les hommes, dans un contexte mondialisé où les individus sont et seront exposés à une plus grande diversité religieuse. Ce principe de laïcité incarne dans notre modèle républicain le principe d'égalité dont découle celui de neutralité de l'État. Ce dernier doit traiter tous les citoyens à égalité de droits, quelle que soit leur religion, dans le respect de la liberté d'expression, de la liberté religieuse, celle de croire ou de ne pas croire. Et nous devons, femmes et hommes, pouvoir nous promener où nous voulons, quand nous voulons. De plus, contrairement à ce qu'en disent ses détracteurs, la loi de 1905 reste un cadre satisfaisant pour l'évolution du paysage religieux français. Et elle n'a été un obstacle au développement d'aucun culte. Les frottements constatés ont été des occasions d'affirmer les limites entre le temps de l'école et le temps de Dieu, et les pratiques religieuses admises ou non dans l'espace public, telle la loi de 2010. Je rappelle que cette dernière a été adoptée par le Parlement pour des raisons de sécurité publique et non pour des raisons de laïcité. J'ai envie de vous poser une question, Monsieur le Ministre, simple, voire simpliste. Et si nous appliquions les lois? Les initiatives comme celle du Comité des droits de l'homme de l'ONU fragilisent le principe de laïcité et l'équilibre pacifique séculier dans notre pays. Après la clarification de l'objectif poursuivi par M. Retailleau et ses collègues, le groupe RDSE votera cette résolution. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Pierre Charon pour le groupe Les Républicains. Vous avez 5 minutes. L'ambiance. Madame la Présidente, cher Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il y a 2 mois, je défendais dans cet hémicycle la nécessité de combattre plus efficacement le port du voile intégral qui heurte nos valeurs les plus fondamentales. N'ayant plus d'arguments à opposer à cette interdiction, certains invoquent le Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui, par ses observations, a critiqué l'interdiction de la burqa prévue par notre législation. Cette proposition de résolution entend justement remettre les choses à leur place. Je salue l'initiative du président Bruno Retailleau, qui a rappelé la nécessité pour notre pays de se défendre à l'encontre d'accusations lancées dans l'arène internationale. Non, la communauté internationale n'a pas condamné la France. À tous ceux qui se retranchent derrière les Nations Unies, je rappelle, comme tant d'autres avant moi ici, que le Comité des droits de l'homme n'est qu'un organe subsidiaire, une espèce de comité Théodule. Il n'a pas la même autorité que l'Assemblée générale ou que le Conseil de sécurité. Il est composé de soi-disant experts, non de représentants des États membres des Nations Unies, et les observations qu'il émet ne présentent aucun caractère contraignant. Je rappelle justement que la Charte des Nations Unies proclame la souveraineté de ses États membres. Dans cette souveraineté,
il y a le droit pour chaque État de définir les infractions pénales, le droit de sanctionner les comportements qui choquent la vie en société. Cela n'a jamais été contesté. Le voile intégral porte justement atteinte à la cohésion de notre société. Le législateur français avait le droit de sanctionner ce comportement, même si je souhaite que l'infraction soit érigée en délit, Monsieur le ministre. On invoque le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, qui prévoit notamment la liberté de manifester sa religion. Puisque l'on en vient à opposer des textes internationaux à la France, je rappelle ce qui a dit l'article 18 du dit pacte. Il admet, j'ouvre les guillemets, des restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale, ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. Je ferme la parenthèse. Justement, le législateur avait estimé qu'il y avait une atteinte à l'ordre public, mais également à la dignité de la femme. Le voile intégral est bien une atteinte aux droits fondamentaux. Comme on nous oppose la liberté de religion, autant rappeler l'exégèse des textes invoqués qui n'empêche nullement l'interdiction de certains comportements choquants. Le droit international n'interdit donc pas la prohibition du voile intégral. Cette interdiction ne met pas en cause la liberté de conscience ou de culte, car elle touche à l'ordre public et non à des questions de fort interne. Ce ne sont pas des convictions que l'on refuse, mais des comportements choquants dans l'espace public. Le port du voile intégral n'est pas seulement une attitude religieuse, au-delà même d'un acte politique, c'est une pure provocation. Il s'agit de narguer les forces de l'ordre et les valeurs de notre société. Ceux qui défendent le port du voile intégral ne font pas autre chose que de tomber dans un piège. Nous n'avons pas besoin d'idiots utiles, comme disait le camarade Lénine. Enfin, d'autres juridictions ont constaté qu'il n'y avait aucune atteinte aux droits et libertés. Je veux citer la Cour européenne des droits de l'homme, sa jurisprudence abondante et sourcilleuse qui fait autorité en matière de défense des droits de l'homme. Dans le droit international, ces décisions sont scrutées et analysées avec attention. On ne peut pas la soupçonner de partialité à l'égard de la France. Notre pays est parfois passé sous les fourches caudines des juges de Strasbourg. Comme le souligne justement l'exposé des motifs de cette proposition de résolution, la Cour a rappelé la possibilité pour l'État de faire respecter les exigences minimales de la vie en société. Cette position rendue en 2014 a d'ailleurs été confirmée l'année dernière. Puisque l'on cite le droit international relatif aux droits de l'homme, autant le citer intégralement. Les juges de Strasbourg ou du Palais Royal, dont personne ne peut nier l'autorité juridique, ont bien confirmé que les libertés publiques n'étaient pas mises en cause par cette loi. Je peine à comprendre ceux qui refusent à tout prix l'interdiction du port du voile intégral. En réalité, ils se font les défenseurs non de la liberté de conscience, mais bien du communautarisme qui fragilise notre société. Ils sont les complices de l'islam radical que nous devons combattre. Cette proposition de résolution doit être adoptée et j'invite mes collègues à lui donner l'adhésion la plus large. Il faut résister à toutes les déstabilisations, même médiatiques, à l'encontre de la sagesse du législateur français. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Édouard Courtial pour le groupe Les Républicains pour 4 minutes. Bien, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la France a-t-elle encore son avenir entre ses mains? Le peuple français est-il encore souverain? La loi est-elle encore l'expression d'un destin commun? La réponse à ces questions sera sans doute négative si l'on apporte une modification à l'ordonnancement juridique actuel relatif au port du voile intégral, comme voudrait nous y contraindre, alors qu'il s'agit d'un simple avis, le Comité des droits de l'homme des Nations unies. Mais que nous reproche-t-on? D'avoir défini un cadre juridique qui serait discriminatoire et contraire à la liberté religieuse? C'est une folie, car c'est ignorer tout d'abord que la France est la patrie des droits de l'homme et qu'elle a donné au monde des valeurs universelles qui ont présidé notamment à la création de ce même comité. Quelle plus belle preuve de liberté et de tolérance qu'un pays comme le nôtre, qui reconnaît uniquement des citoyens sans les distinguer selon leur religion, ni leur couleur de peau, leurs origines ou leur opinion politique. C'est ignorer aussi le principe cardinal de laïcité dans notre République qui prône non pas l'indifférence des religions, mais la neutralité permettant le vivre ensemble.
La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'État en donne une définition très claire. La laïcité accepte tous les cultes et n'en favorise aucun. Certains ne lisent que la première partie du texte. Dès lors, la République devrait accepter un droit absolu à la différence au nom de la liberté, elle aussi absolue, de croyance. C'est la voie du communautarisme et c'est le parti pris des décisions onusiennes qui nous occupe aujourd'hui. D'autres encore ne voient que la deuxième partie de la proposition. La République ne reconnaît aucun culte. C'est une laïcité faite de passivité et d'ignorance du fait religieux, mais à force d'ignorer, le pas est rapidement franchi vers le mépris et le rejet des religions, et de la même manière, je m'y oppose. C'est également ignorer les droits de la femme, de ne pas subir quelque pression ou domination, que ce soit pour se sentir libre de ce qu'elle est et de ce qu'elle veut accomplir. C'est ignorer ensuite la légitimité du Parlement et des représentants du peuple souverain de prendre les décisions qui s'imposent pour garantir notre coexistence et l'adhésion au pacte national, mais c'est aussi lancer un message de défiance vis-à-vis de nos institutions nationales garantes des libertés de chacun, comme le Conseil constitutionnel qui avait jugé conforme cette loi au bloc de constitutionnalité. Il est d'ailleurs à noter que depuis l'adoption du texte, plusieurs voisins européens ont fait le même choix. Seraient-ils eux aussi de dangereux obscurantistes? C'est ignorer enfin le danger de l'islamisme radical et politique qui prône le communautarisme là où nous sommes une nation. Et si l'islam a toute sa place en France, le combat contre toute forme d'intégrisme est une absolue priorité à l'aune des terribles attentats que notre pays a connus et qui resteront à jamais gravés dans nos mémoires. Mais là où ils veulent diviser la République et affaiblir ce que nous sommes, nous leur opposons une unité qui passe par le respect de certaines règles, dont celle qui interdit le port du voile intégral dans l'espace public. Ainsi, mes chers collègues, nous n'avons aucune leçon à recevoir d'un comité ad hoc composé d'experts qui n'entendent rien ni à nos traditions républicaines, ni à notre volonté de combattre toutes les formes de communautarisme. Et de la même manière, nous n'avons absolument pas à nous justifier pour conserver notre droit à œuvrer comme nous l'entendons à l'intérêt général au service de tous les Français. Et c'est pourquoi, vous l'avez compris, que je soutiens évidemment avec force cette proposition de résolution du président Retailleau. Merci. Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Madame le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, la loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public a été adoptée le 11 octobre 2010 à la suite de vifs débats en France autour du port du voile intégral. Son adoption faisait suite à un très large consensus, vous l'avez tous rappelé, des parlementaires sur tous les bancs, à l'Assemblée nationale comme au Sénat. Et ce consensus montre à quel point cette question est au-delà des enjeux partisans, un enjeu de société qui nécessitait hier comme aujourd'hui l'union des parlementaires de la majorité comme de l'opposition avec l'appui du gouvernement. C'est dans cet esprit que je me présente aujourd'hui devant vous, au-delà des logiques partisanes, pour débattre de la proposition de résolution portée par le président Retailleau qui vise à réaffirmer la légitimité et la nécessité de cette loi. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, la proposition de résolution qui vous est soumise fait suite aux constatations du Comité des droits de l'homme de l'ONU qui a estimé que la loi à laquelle nous sommes tous attachés ici constituait pour les femmes qui portent le voile intégral une discrimination à caractère religieux et qu'elle portait atteinte au droit de manifester leur religion. Face à ces constatations, vous souhaitez donc, d'une part, réaffirmer votre attachement à la loi de 2010 et, d'autre part, appeler le gouvernement à ne pas donner suite à ces constatations. Sur ces deux points, qui sont le cœur de votre résolution, la position du gouvernement est claire. D'abord, nous partageons pleinement votre attachement à la loi de 2010, que nul ne souhaite remettre en cause, qui est pleinement conforme aux conventions internationales qui nous lient. Sur ce point, je crois que nous sommes toutes et tous d'accord. Cependant, le gouvernement est aussi attaché au respect de ses engagements internationaux, en l'espèce le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, qui demande que la France réponde aux constatations du Comité des droits de l'homme lorsque celui-ci formule des critiques à notre encontre. Le gouvernement entendra donc y répondre fermement, comme il lui revient de le faire.
J'aimerais ainsi vous rappeler tout d'abord les objectifs légitimes que poursuit cette loi et que soutient le gouvernement, avant d'aborder la question de sa réception par les juridictions et organismes internationaux, qui a justifié votre résolution, mais qui ne conduit nullement à remettre en cause notre droit national. Vous le savez, la loi du 11 octobre 2010, qui avait été adoptée à la suite de débats politiques approfondis, s'inscrivait dans une logique de préservation de l'ordre public, plus exactement, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel, de respect des exigences minimales de vie en société. Et certains d'entre vous l'ont fort justement rappelé, cette décision du Conseil constitutionnel. En effet, dans notre pays, qui peut se satisfaire que des personnes se soustraient par la dissimulation de leur visage aux interactions sociales qui constituent le liant d'une vie en société? Peut-on considérer comme conforme à l'égale dignité de chacun, et en particulier à l'égalité entre les femmes et les hommes, une telle attitude, quand bien même elle serait revendiquée comme libre par les personnes concernées? Face à ces interrogations, la position du législateur, celle de l'État, a été sans aucune ambiguïté. Il fallait marquer la désapprobation de la nation à l'égard de telles attitudes et condamner de telles pratiques, mais le faire dans un souci de ne stigmatiser aucune religion et de respecter une stricte proportionnalité. Je tiens à le préciser devant vous, car vous entendez encore comme moi les voix qui à l'époque s'élevaient comme une prétendue stigmatisation. Il s'agit bien d'une loi sur la dissimulation du visage et non de la stigmatisation d'une religion, car chacun reste libre de porter un vêtement exprimant une conviction religieuse dans l'espace public, à la condition même qu'il laisse apparaître son visage. Il suffit du reste pour le comprendre d'observer nos voisins européens qui ont, et vous l'avez également rappelé, notamment Monsieur le sénateur Courtial, qui ont également légiféré en la matière, tels que la Belgique, l'Italie, l'Autriche ou le Danemark, parmi lesquels certains ont suivi l'exemple de notre pays. L'exemple de notre pays en la matière, c'est également celui d'une réponse proportionnée et par là même pleinement conforme au droit. Cette loi a ainsi prévu une sanction adaptée et proportionnée en prévoyant une amende ou l'accomplissement d'un stage de citoyenneté pour toute personne dissimulant son visage dans l'espace public. Et ce souci de proportionnalité a d'ailleurs été relevé par le Conseil constitutionnel dans la décision que je rappelais, et Conseil constitutionnel qui en a conclu que le législateur avait correctement concilié les préoccupations de l'ordre public et de la liberté religieuse. Dans la continuité de ces objectifs, ne pas stigmatiser et apporter une réponse proportionnée de l'État, l'application de cette loi s'est toujours faite avec pédagogie depuis son adoption. 8 ans après, il semble qu'elle ait porté ses fruits. Et donc cette loi est effectivement appliquée, puisque dès son adoption, la pédagogie avait présidé, puisqu'un délai de 6 mois avait été laissé avant l'entrée en vigueur de la mesure d'interdiction générale de la dissimulation du visage, afin que chacune puisse l'anticiper. Puis la circulaire du Premier ministre du 2 mars 2011 appelait plus particulièrement à mettre ce délai de 6 mois à profit pour faire connaître le texte et informer plus particulièrement les personnes concernées. Mais tracer la genèse de cette loi me conduit naturellement à aborder sa réception par les juridictions et organismes internationaux, et notamment la Cour européenne des droits de l'homme, et plus récemment, le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Je tiens ici avant toute chose à rappeler que, contrairement à ce qui est fait dans l'exposé des motifs de la proposition de résolution, on ne peut pas mettre ces deux instances sur le même plan, alors que l'une est une de nos juridictions suprêmes et l'autre n'est qu'un simple comité d'experts internationaux. Il y a un peu plus d'un an, le 1er novembre 2017, le président de la République rappelait à Strasbourg l'attachement profond de la France aux droits garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de 1950, et à son instrument le plus efficace de mise en œuvre, qu'est la Cour européenne des droits de l'homme. Cet attachement, le président l'a souligné, implique notre attachement également à la force obligatoire des arrêts de la Cour. Or, en l'espèce, cette loi sur la dissimulation du visage dans l'espace public, qu'en a dit la Cour ? Saisie par une requérante dans un arrêt SAS contre France de 2014, elle a écarté fermement toute violation de la Convention du fait de l'application de la loi de 2010, dont elle a jugé qu'elle ne revêtait pas de caractère discriminatoire et qu'elle ne portait atteinte ni au respect de la vie privée, ni à la liberté de conscience et ni à la liberté d'expression. Aussi, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que la préservation de conditions du vivre ensemble était un objectif légitime et que cette loi entrait dans la marge d'appréciation qui revient fort heureusement aux États pour définir ce vivre ensemble, marge d'appréciation qu'a rappelé le sénateur Charon. Au contraire, le Comité des droits de l'homme de l'ONU, saisi d'une requête individuelle, a rendu le 23 octobre dernier des constatations sur la loi du 11 octobre 2010 dans lesquelles il estime, et je le rappelais tout à l'heure, que l'application de cette loi
porte atteinte au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion relevant de l'article 18 du Pacte international des droits civils et politiques et à l'interdiction des discriminations prévues par l'article 26 de ce même pacte. Un mot sur ce comité tout de même. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU est un organe composé d'experts internationaux indépendants qui est chargé de contrôler la mise en œuvre des droits consacrés par le Pacte international de 1966 que j'ai déjà évoqué. Organe non juridictionnel, le comité ne reconnaît, à la différence de la Cour européenne des droits de l'homme, pas de marge nationale d'appréciation sur les questions qui concernent la préservation du vivre ensemble. À cet égard, je me permets ainsi de souligner que les récentes constatations du pacte s'inscrivent résolument dans la continuité de ces orientations traditionnelles. Ainsi, ce comité s'était-il déjà prononcé contre l'obligation de poser tête nue sur les photos d'identité en 2013 et contre l'interdiction résultant de notre loi de 2004 du port de signes religieux ostensibles par les élèves de l'école publique. Mais ces constatations ne sont, je le rappelle, ni une condamnation de l'État, ni une injonction au gouvernement. En somme, elles ne permettent pas de remettre en cause notre droit national. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, j'entends vos inquiétudes et votre souhait d'adopter la résolution dont nous discutons aujourd'hui. Cependant, et comme je viens d'essayer de vous le démontrer, ces inquiétudes ne sont pas fondées, tant la détermination du gouvernement à préserver et appliquer cette loi et les jurisprudences du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme, donc cette volonté est intacte. Vos inquiétudes sont d'autant moins fondées, je l'ai dit, que les constatations du Comité des droits de l'homme de l'ONU sont dépourvues de portée contraignante et n'ont donc pas vocation à bouleverser notre paradigme législatif et juridique actuel. En revanche, cette résolution aurait un caractère contre-productif en ce qu'elle invite le gouvernement à ne pas donner suite à ces constatations. Or, conformément à la Constitution et à nos traditions, en pareille situation, et justement car la France défendra toujours sa vision du vivre ensemble, la France entend répondre aux constatations du Comité des droits de l'homme de l'ONU. Vous connaissez comme moi ce dicton populaire qui ne dit mot consent. Eh bien, la France répondra car elle ne consent pas, là est notre point d'accord à toutes et à tous. Un mot pour répondre à Monsieur le Président Retailleau concernant, qui citait le premier président de la Cour de cassation. Vous avez raison de souligner que les constatations du Comité des droits de l'homme sur l'affaire Babilou ont été commentées effectivement par le premier vice-président de la Cour de cassation. Mais cependant, il ne faut pas dramatiser ou donner une portée excessive à ces constatations qu'il avait faites, puisque le comité, et je l'ai rappelé, avait déjà critiqué deux précédentes lois, sans qu'il n'y ait eu d'inversion ou de bouleversement de notre jurisprudence. Et il paraît naturel que la Cour de cassation réfléchisse à un impact plus médiatique, finalement, que juridique de telles constatations, encore une fois, qui ne s'accompagnent pas de revirement de jurisprudence. Donc voilà, pour tous ces motifs, le gouvernement donc s'en remet à la sagesse de votre Assemblée quant à la résolution de cette résolution. Voilà, nous répondrons fermement à ce comité. Voilà, donc nous en remettons à la sagesse de l'Assemblée. Très bien. Merci, Monsieur le Ministre. La conférence des présidents a décidé que les interventions des orateurs valaient explication de vote. Nous allons donc procéder au vote sur la proposition de résolution. Je mets aux voix la proposition de résolution. J'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe La République En Marche sur la proposition de résolution. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 38 sur la proposition des résolutions. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 253, nombre de suffrages exprimés 236, pour l'adoption 236, contre 0. Le Sénat a adopté. Le Sénat a donc adopté cette proposition de résolution déposée par le patron des sénateurs Les Républicains, Bruno Retailleau, pour réaffirmer l'importance de la loi de 2010 qui interdit la dissimulation de son visage dans un espace public et donc le voile intégral islamique. Les sénateurs ont critiqué l'avis du Comité des droits de l'homme de l'ONU qui demande à la France d'abroger cette loi. Pour eux, l'ONU ne comprend pas la conception française de la laïcité qui valorise la citoyenneté et l'égalité, alors que les valeurs anglo-saxonnes mettent en avant les droits de l'individu.
Cette résolution adoptée par le Sénat demande au gouvernement de faire valoir la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme qui avait validé la loi de 2010. Les sénateurs souhaitent également que le gouvernement reste inflexible face à cet avis des experts de l'ONU. Vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine sur les chaînes parlementaires.